Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va continuer notre discussion sur l'histologie de l'ovaire. Il y a déjà une partie dans laquelle on a vu en général la structure globale de cet organe, et puis ce qu'on va voir dans cette vidéo, ça va être la folliculogénèse, ça veut dire les différents stades de maturation de nos follicules ovariens. Alors, pour ceci, on va observer cette coupe. C'est une coupe qu'on a réalisée au niveau de l'ovaire et puis on a coloré cette coupe par la coloration HES. Ceci voudra dire qu'on aura observé trois teintes. Donc, on a les noyaux qui vont prendre cette teinte un peu basophile en violet. On aura également observé une teinte qui est rose et ça marque les éléments cytoplasmiques ainsi que les sécrétions protéiques qu'on va appeler des sécrétions séreuses. C'est ce qu'on trouve au niveau des cavités qui sont dilatées, là, là et là aussi. Et ça représente en fait le liquide qu'on va appeler au niveau de l'ovaire un liquide folliculaire qu'on va trouver au centre des follicules. On a également la teinte orange qui va être marquée par le safran qui est le troisième colorant dans la coloration HES et c'est un colorant qui va marquer les éléments collagéniques. Pour observer maintenant nos follicules ovariens, on doit se diriger vers le cortex. Il est où le cortex? C'est la partie périphérique de notre ovaire et aussi c'est une partie qui est caractérisée par cette densité élevée en cellules. C'est pour ça qu'on a cette teinte basophile vu un rapprochement et une densité élevée des éléments nucléaires. Et comme troisième indice concernant la localisation corticale de l'ovaire, c'est la présence de ces cavités remplies de liquide éosinophile qui ne sont que des follicules à des stades avancés de maturation. Alors on va essayer d'agrandir un peu au niveau de cette partie de l'ovaire qui correspond tout simplement à une partie de son cortex pour commencer par le stade le plus immature d'un follicule ovarien. C'est ce qu'on va appeler le follicule primordial. Donc on voit ici un exemple d'un follicule primordial. On voit qu'il comporte plusieurs éléments, notamment au centre, on a notre cellule ovocytaire, c'est l'ovocyte, c'est la cellule qui va être produite par l'ovaire, c'est la gamète féminine. Et puis, on voit très bien que c'est une cellule qui est de grande taille, avec un cytoplasme éosinophile d'aspect granulaire et deux teintes différentes. Donc on a une teinte éosinophile un peu claire et une autre qui est foncée. Alors cette teinte foncée, ça prend l'aspect d'un croissant qui est localisé en périnucléaire, ça veut dire autour du noyau qui est au centre. C'est ce qu'on appelle le croissant de Balbiani et il est secondaire à une forte densité des mitochondries au niveau du cytoplasme de l'ovocyte. On a un noyau avec une chromatine qui est assez claire et puis qui présente au centre un nucléole qui est de volume important et donc on va appeler un nucléole proéminent. On note également que autour de cet ovocyte, on a des cellules qui sont aplaties, qu'on va appeler pavimenteuses, qui sont là, disposées en une seule couche et qui sont en train d'entourer l'ovocyte. C'est ce qu'on appelle les cellules folliculaires. Et puis ces cellules, elles vont être disposées sur une membrane, c'est l'équivalent d'une membrane basale, c'est ce qu'on voit ici en orange, puisqu'on a utilisé le safran. Si on n'allait pas utiliser le safran, par exemple si on a utilisé une coloration HE tout simplement, cette membrane allait prendre la teinte éosinophile, ça veut dire elle va paraître en rose. Cette membrane, on va l'appeler la membrane de Slaviansky. Donc voilà, en gros, c'est ça les éléments qui vont être présents sur un follicule primordial. Il n'est pas rare d'observer des follicules primordiaux comme celui-là. Si on part depuis le côté externe vers l'interne, on va observer notre membrane de Slaviansky, notre assise en une seule couche de cellules folliculaires, et puis à l'intérieur, et à la différence du premier follicule primordial qu'on a vu qui est là, on a deux ovocytes, un qui est à gauche et l'autre qui est à droite. Tout à l'heure, j'avais repéré aussi un autre, voilà qui est là, avec les mêmes caractéristiques, toujours une seule assise de cellules folliculaires, c'est la même rangée de cellules folliculaires qui est en train d'entourer deux ovocytes en même temps. Il faut savoir que de tels ovocytes et de tels follicules primordiaux ne pourront pas continuer leur maturation et donc ils vont finir par dégénérer et disparaître. Donc c'était le follicule primordial. Maintenant on passe au stade qui va venir, qui est celui du follicule primaire.
Voilà un exemple d'un follicule primaire. Et là, on voit très bien que la taille de la cellule ovocytaire, de l'ovocyte, elle n'a pas beaucoup changé, quoique généralement on aura une augmentation de cette taille. Et puis on a une assise qui a changé, et je parle bien des cellules folliculaires. On est passé de cellules qui sont pavimenteuses, qu'on avait observées à ce niveau, à des cellules qui sont là plutôt cubiques, mais toujours disposées en une seule couche. L'ovocyte est au centre, mais la coupe n'est pas passée vraiment au milieu de notre follicule pour pouvoir bien clairement noter le noyau. Ça, c'est l'exemple d'un follicule qui est primaire, avec bien sûr en périphérie une autre membrane qui est bien marquée en orange, qui est la membrane de Slaviansky. En périphérie, on n'a toujours pas une organisation particulière des éléments du stroma cortical. L'étape qui va venir maintenant, ça va être marqué par une multiplication des cellules folliculaires. Et là, on n'aura plus une seule assise de cellules folliculaires, mais plutôt plusieurs couches de cellules folliculaires, comme ce qu'on est en train d'observer ici. Là, c'est le stade du follicule, qu'on va appeler bien sûr secondaire, puisque le stade avant était appelé primaire. On peut l'appeler également le follicule plein, vu qu'on a des cellules folliculaires qui forment cet aspect assez solide. Et là, on voit différentes couches. En commençant par le centre, on va trouver notre ovocyte avec le cytoplasme assez abondant, avec une petite remarque, c'est l'apparition d'enclaves lipidiques. On voit très bien l'apparition de cette gouttelette ici qui est blanchâtre, une autre qui est là avec le même aspect. Là aussi, on note cette accumulation de matériel lipidique. Au centre, on a le noyau avec la chromatine qui est assez claire, et puis on a le nucléole proémine. Ici, on a la couche de cellules folliculaires, comme on a dit, disposée en plusieurs couches, et sans bien sûr présence de cavité particulière à ce niveau, on a également notre membrane de Slaviansky, et vous notez déjà l'apparition d'une nouvelle membrane, cette fois qui est interposée entre l'ovocyte qui est là et les cellules folliculaires qui sont là. C'est ce qu'on va appeler la zone pellucide. C'est une zone qu'on pourra d'autant plus mettre en évidence si on allait utiliser une coloration spéciale comme par exemple le PAS ou bien le bleu alcyon. Ce qui va se passer par la suite, ça va être déterminé par un comportement particulier des cellules folliculaires. Alors ces cellules folliculaires, regardez ici, elles sont disposées de façon jointive, l'une accolée à l'autre, et puis regardez ici, on a une certaine disposition particulière. On a les noyaux qui essaient de se disposer en forme circulaire. Là aussi, on a une autre forme, donc vous voyez ici les noyaux qui se disposent en forme circulaire pour entourer un espace éosinophile. Alors, jusqu'à maintenant, c'est un espace qui est occupé par le cytoplasme, mais par la suite, ça va être occupé par un liquide qui va être sécrété par ces cellules folliculaires. Ce liquide va être appelé tout simplement le liquide folliculaire, et l'ensemble du liquide au centre, avec les cellules folliculaires qui se disposent de cette façon, va porter le nom du corps de Kohl-Exner. J'ai oublié également de mentionner que les cellules folliculaires au stade de follicule plein, qui est cet exemple-là, vont prendre le nom de cellules de la granulosa, et toute cette couche qui va prendre le nom de la granulosa. Alors, revenons maintenant à notre corps de Kohl-Exner qui est là et un autre qui est là. Ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer à produire ce liquide folliculaire. Ces corps de Kohl-Exner vont se multiplier, ça veut dire ailleurs on aura l'apparition de nouveaux corps, et puis chacun de ces corps va augmenter de volume. Puis après, l'évolution va se faire vers la fusion des différents corps de Kohl-Exner, et on aura à partir de plusieurs cavités remplies de liquide, une seule cavité qui contient un liquide folliculaire. Et ça va marquer le départ de l'étape suivante qui va être appelée le follicule cavitaire, qu'on va appeler bien sûr aussi le follicule tertiaire. Donc voilà un exemple. On voit déjà que la taille elle a bien augmenté, on voit déjà à ce grossissement que la forme de notre ovocyte elle a changé, elle est maintenant ovalaire au lieu d'avoir une forme qui est sphérique, et puis on voit très bien cette cavité qu'on appelle l'antre également, c'est la cavité qui est remplie de ce liquide éosinophile qui est le liquide folliculaire. Vous voyez également ailleurs, on a cette disposition particulière, un peu circulaire des cellules en formant ce qu'on a appelé les corps de Kohl-Exner. Donc toutes ces formations ici, c'est des corps de Kohl-Exner, et puis la fusion et l'apparition de nouveaux corps de Kohl-Exner va continuer. Leur fusion, ça veut dire entre eux, ou bien la fusion avec la cavité principale qui est l'antre de follicule, ça va causer une augmentation progressive de la taille de cette cavité qu'on est en train d'observer ici.
Donc si on récapitule maintenant les différentes couches qu'on va observer sur un follicule cavitaire, on a l'ovocyte à ce niveau, on aura la zone pellucide à ce niveau, on a notre granulosa qui est creusé maintenant de cette cavité, et puis à l'extérieur, on a également des modifications. On a une organisation particulière des éléments du stroma cortical, et là on peut distinguer une nouvelle zone qui s'est rajoutée, c'est ce qu'on va appeler la thèque interne. Elle est faite de cellules qui sont de grande taille, et qui ont perdu cet aspect fusiforme. On a plutôt des cellules qui sont polygonales ou bien arrondies, avec un cytoplasme qui est assez volumineux et qui a causé une baisse de leur rapport nucléocytoplasmique, notamment par rapport aux cellules de la granuleuse. Du côté externe, par rapport à cette couche thécale interne, on a également à observer cette disposition concentrique de cellules qui restent toujours fusiformes et qui vont former ce qu'on appelle la thèque externe. Donc ovocyte, la zone pellucide, granulosa, et cette granulosa, vous voyez l'élargissement ici de la cavité, ça va refouler une quantité plus importante au niveau de cette région, et cette partie où il y a un maximum d'accumulation de cellules de la granulosa, on va l'appeler le cumulus oforus. Voilà, donc ça c'est concernant le follicule tertiaire ou bien le follicule cavitaire. L'évolution, ça va continuer par ces mêmes mécanismes qu'on vient de décrire. On aura l'augmentation progressive de cette cavité, toujours le refoulement et l'amincissement de la granulosa au niveau des autres régions autres qu'au niveau du cumulus oforus, et le résultat, ça va être le stade ultime de la maturation de nos follicules ovariens, qui est ce qu'on appelle le follicule mature, qu'on appelle également le follicule de De Graaf. Alors voilà un exemple d'un follicule mature. Vous voyez déjà la différence de taille entre ce follicule et le follicule du stade avant. Donc on a une grande cavité qui est secondaire à l'élargissement de l'antre sur le follicule tertiaire. Et puis on observe ici notre ovocyte entouré par des cellules de la granulosa avec un maximum de densité et de quantité de cellules de la granulosa à ce niveau. C'est ce qu'on va appeler le cumulus oforus. La coiffe des cellules de la granulosa qui restent autour de notre ovocyte va porter le nom de corona radiata, et puis vous voyez également la disposition en périphérie des deux couches thécales, la thèque interne et la thèque externe. Voilà, donc comme d'habitude, je vous mets en description les liens pour les différentes lames qu'on a observées. On avait commencé par le follicule primordial, donc qui contient l'ovocyte de type 1, avec un cytoplasme volumineux, granulaire, avec le croissant de Balbiani qu'on a observé en périnucléaire. Parfois, on peut observer deux ovocytes qui sont de type 1, mais qui vont évoluer vers la dégénérescence. Une seule assise de cellules folliculaires qui sont aplaties, et puis la membrane basale qui est la membrane de Slaviansky. Le follicule primaire maintenant, il contient l'ovocyte de type 1 qui a augmenté de taille avec des cellules folliculaires en une seule assise mais cubiques, avec toujours la visibilité de la membrane de Slaviansky. Le follicule secondaire maintenant, qu'on appelle également le follicule plein, ça comporte un ovocyte qui contient un cytoplasme qui commence à être chargé progressivement en vacuole ou bien en enclave lipidique et protéique. On a également observé cette zone pellucide, mieux mise en évidence par le bleuation et le PAS. Les cellules folliculaires elles sont disposées en plusieurs assises et maintenant elles vont porter le nom de granulosa, qui va comporter ces corps de Kollexner sécrétant le liquide folliculaire. L'organisation concentrique du stroma cortical va commencer déjà à ce stade, bien sûr pour former les deux thèques externes et internes dans le stade à venir, qui est le stade du follicule tertiaire, qu'on appelle également le follicule cavitaire. Il contient un ovocyte qui a modifié sa forme, il est maintenant ovoïde, avec la zone pellucide, puis après la granulosa. Cette granulosa, elle va être creusée par cette cavité, et on a dit qu'on aura un maximum d'accumulation des cellules au niveau de cette zone qu'on avait appelée le cumulus oforus. La membrane de Slaviansky, elle est toujours présente. On aura deux couches d'organisation en externe. On aura la thèque interne avec des cellules éosinophiles, un bas rapport nucléocytoplasmique par rapport aux cellules de la granulosa, et on a la thèque externe. Le follicule mûr, c'est le follicule de De Graaf, qui contient toujours un ovocyte 1. Mais rappelez-vous qu'une fois on aura la rupture de ce follicule, ça veut dire qu'on aura l'ovulation, on aura la poursuite de la division méiotique et on aura comme résultat un ovocyte de type 2.
elle va être présente et puis la granulosa, elle va être concentrée au niveau de la partie qu'on avait appelée le cumulus oforus. La couronne des cellules de la granulosa autour de l'ovocyte, on l'appelle la corona radiata. Et puis, bien sûr, comme on vient de le dire, après l'ovulation, le détachement de l'ovocyte 1 avec les cellules de la granulosa autour, formant la corona radiata. Et puis, cet ovocyte va poursuivre sa multiplication méiotique et donner un ovocyte de type 2. On arrive comme ça à la fin de cette vidéo, j'espère que ça a été utile et on se dit à très bientôt.